Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue du coup dans le podcast La Mentale, dans ce nouvel épisode, accompagné d'une préparatrice mentale, en l'honneur de Anaïs Château. Je te laisse te présenter pour commencer le podcast tranquillement. Du coup, je m'appelle Anaïs Château et je suis préparatrice mentale spécialisée dans les sports gymniques en priorité, même si ça m'arrive de faire d'autres sports bien sûr. Mais voilà, un peu l'idée de ce que je fais dans la vie. Experte de l'aspect mental, spécialisée encore plus sur les sports gymniques. Et ça va être très intéressant. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder beaucoup de sujets. Et bienvenue du coup dans ce podcast très intéressant. On commence, Anaïs. Ouais, si tu peux te présenter aussi ton parcours de vie avec un peu où tu as grandi. Quel sport tu as pratiqué pour commencer et qu'est-ce que tu aimes aussi dans la vie de manière tout simplement? Parce que ça ne vient pas de rien, généralement. Donc en fait, de base, moi, je suis gymnaste rythmique. J'en ai fait à bon niveau, on va dire, niveau national, pendant 16 ans. Ouais. Dans quelle région, à la base? À Paris. Ouais. Du coup, je suis parisienne. Ouais. Pure parisienne à la base. Et j'en ai fait pendant 16 ans en compétition. J'étais en horaire aménagé, donc un parcours, un double cursus avec l'école le matin et la gym l'après-midi, du coup la gymnastique rythmique. Et j'en ai fait, du coup, c'était un peu toute ma vie, on va dire ça comme ça. Où beaucoup de compétitions chaque année, championnat de France. J'étais en division nationale 1 en équipe et en nationale 1 en individuel. Et du coup, l'aspect mental est apparu très rapidement. Okay. Dès toute petite, ça a apparu assez rapidement parce que finalement, c'est un sport où dès très jeune, on te demande de passer devant du monde, de t'entraîner très fort et de progresser assez vite. Donc voilà. Et j'étais, comme on peut dire, une gymnaste très stressée. Donc, c'était vraiment la thématique la plus forte. Quand tu avais quel âge à peu près tu as commencé à ressentir des gros pics de stress? Franchement, dès 10 ans, 10-11 ans, dès les catégories Benjamin, quoi, ou en compétition, je perdais mes moyens, grosse difficulté à gérer le stress, très 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 perfectionniste. Donc du coup, forcément, des attentes qui font que t'as plus de stress, quoi. Logique. Donc voilà. Et du coup, en fait, ce qui a fait que je suis allée vers la préparation mentale, c'est que moi, en tant que gymnaste, je suis allée voir un préparateur mental assez tard. En fait, j'y suis allée, mais assez tard, et ça a été un peu une révélation, si je puis dire, où en fait, c'était tellement devenu insupportable finalement le fait d'avoir une différence telle entre l'entraînement et la compétition, et même à l'entraînement des fois c'était difficile à gérer, ce perfectionnisme, cette frustration parfois. Donc du coup je suis partie voir un préparateur mental. Quand tu avais quel âge du coup? Quand j'avais, je pense, 19-20 ans quand même. Ouais, donc il s'est passé énormément de choses entre où tu commences les compétitions, une dizaine d'années on va dire, jusqu'à ces 19 ans. Tu as eu 9 années un peu difficiles là-dessus, sur l'aspect avec pratique. Des hauts et des bas, bien sûr. Avec des hauts et des bas. En fait, c'est un sport qui se pratique en individuel et en équipe. Et c'était surtout dur en individuel. En équipe, il y avait le stress, mais en fait, t'es pas tout seul sur le praticable. Donc du coup, c'était plus facile à gérer. Et puis, j'avais un rôle dans l'équipe qui était quand même assez important, si je puis dire, où je faisais quand même des choses difficiles. Donc j'étais quand même valorisée, je me sentais valorisée. Et du coup, j'avais plus confiance, disons, dans l'équipe qu'en individuel. Mais du coup, ce fameux préparateur mental qui m'a quand même bien aidé. Franchement, c'était le jour et la nuit. En fait, grâce à ce préparateur mental, j'ai réussi à faire la meilleure performance au championnat de France. J'avais fait 5e en national A 18 ans et plus, donc ce qui était un super résultat et qui avant n'était pas possible en fait, parce que tout simplement je contre-performais à chaque fois au championnat de France. Clairement. Donc voilà. Avant d'arriver sur cette période-là, tu peux nous faire un tour d'horizon très rapidement de tous ces sports gymniques. Tu nous parles rapidement des grosses structures, des grosses disciplines qu'il y a, pour ceux qui ne sont pas en connaissance, et pour leur éclairer tout simplement sur le sujet. Dans les sports gymniques, il y a pas mal de sports. Donc du coup, les plus connus, forcément, il va y avoir la gymnastique artistique, féminine et masculine, la gymnastique rythmique, que j'ai faite moi. Il va y avoir le tumbling,
l'aérobic, le trampoline. Ouais. Et c'est possible que j'en oublie parce que je ne travaille pas avec tous les sports. Bien et sûr. après, il y a gymnastique acrobatique, en duo, en trio. Ouais. Voilà, quoi. Chacune de ces sous-disciplines, du coup, se pratique aussi bien en collectif qu'en individuel à chaque fois? Tumbling, c'est individuel. En fait, il y a des sports, tu les fais individuellement, mais tu peux être en équipe. Donc, peut-être, des fois, il y a des classements équipe. Okay. Et il y a je crois le trampoline, tu peux faire en duo, il me semble. Et gymnastique rythmique, tu fais en équipe aussi, en ensemble, du coup, avec 5 gymnastes sur le praticable, ou alors en duo, ça arrive aussi. Est-ce qu'ils sont tous d'ailleurs au JO? C'est vrai qu'il y a eu les JO de Paris 2024, où l'équipe de France Gym, mine de rien, est médiatisée énormément. Ouais. Est-ce qu'elles sont toutes représentées au JO ou pas toutes? Pas toutes, il me semble. Alors, gymnastique artistique, gymnastique rythmique aussi. Ouais. Et il me semble qu'il y a trampoline. Ok, c'est vrai, ça reste du coup les 3 plus grosses dimensions. Ouais, après je sais qu'il y a très peu de licenciés en trampoline finalement. Mais ouais, après sinon, le plus médiatisé c'est la gymnastique artistique et gymnastique rythmique qui reste peu médiatisée, mais qu'on voit quand même au JO, quoi. Ouais, clairement. Voilà. Avec Simone Biles qui est du coup sur la rythmique, elle. C'est artistique. Artistique, ok. Sur l'artistique, alors par rapport à ça. Artistique, ouais. Où justement il y a le praticable, Artistique, ça fait des... avec les agrès, du coup. Ok, Voilà. Ouais, super intéressant. Ouais. Et là-dessus aussi, licencié de plusieurs fédérations qui existent aussi. Fédération française. Ouais, Fédération française de gym, il va y avoir UFOLEP, FSCF, FSGT, je crois. Et après, peut-être des fédérations universitaires aussi. Et du coup, selon la fédération, il y a des niveaux différents, il y a des formats peut-être différents aussi. Ouais, déjà la notation n'est pas la même, le code de pointage n'est pas le même. En Fédération française de gym, on va être sur quelque chose du coup qui va être très codifié et qui va être très, on va dire, je pense, plus pointu, peut-être plus exigeant. Okay. Ouais. Mais les autres fédérations tendent de plus en plus vers un niveau plus élevé. Okay. Franchement, on voit la différence maintenant, les différentes fédérations, notamment UFOLEP, FSCF, le niveau monte bien et du coup, notamment la préparation mentale, ça les intéresse de plus en plus. Ouais. Donc voilà. Ouais. Okay. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports où il va y avoir comme ça d'autres fédérations qui prennent autant de place. Tu vois, on pense par exemple au sport co-classique. Tu vas avoir la fédération française de basket, de rugby, de foot par exemple. Après, tu vas avoir des fédérations françaises de sport universitaire qui vont reprendre ces sports-là, mais ça va être vraiment un cran au-dessous. Le vrai aspect compétitif va se jouer. Après, la fédération française de gym, c'est quand même la majeure. C'est la majorité des. En termes de licenciés, franchement, j'ai pas les chiffres, je pourrais pas savoir, mais entre guillemets, c'est la fédération qui est reconnue au niveau Europe, international, monde, les JO. Ouais, clairement. Voilà. Ok. Et du coup, pourquoi avoir choisi la gym? Est-ce que tu avais fait d'autres sports avant la gym ou pas du tout? Non. Et pourquoi avoir choisi la gym? D'où t'es venue cette motivation? Toute ma vie, la gym, voilà. Clairement, un bébé, j'ai commencé à 5 ans la gymnastique rythmique, j'ai arrêté quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'en ai 26, donc du coup, forcément, en fait, j'étais plongée dans ce milieu-là. Ça m'intéresse de travailler avec d'autres sports et je travaille également avec d'autres sports, c'est hyper enrichissant, mais c'est vrai que de par ma connaissance du milieu, je peux être assez pertinente dans le milieu de la gym parce que on connaît le sport, mais en fait finalement il y a tous les ressorts en dessous, les relations avec les entraîneurs, l'organisation, les parents, comment ça se passe une année tout simplement. En fait toutes ces choses-là qui jouent un rôle mais essentiel en fait dans la performance et le bien-être de la gymnaste, quoi. Clairement. Et tu dis que tu as été baignée dedans. Est-ce que ta famille, tu as des... Non. Il n'y a que moi qui ai fait de la gymnastique rythmique, mais vu, comme je t'ai dit, j'étais en horaire ménagé. Ouais. Au final, après, ça c'était ma deuxième famille, quoi. Autour de ça. Du coup, plusieurs années du coup, en classe à horaire aménagé. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs? Moi aussi, j'étais en classe à horaire aménagé. Je sais un peu, mais toi, quel est ton ressenti là-dessus? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça permet de progresser plus, tout simplement. Ça permet d'être moins, je pense, perturbé aussi par un emploi du temps qui pourrait être plus compliqué. Le fait, par exemple, d'avoir les cours le matin ou alors l'après-midi, ça dépend. Enfin, il y a des gens qui ont horaire aménagé le matin ou l'après-midi. Ça permet quand même d'avoir un moment où c'est les cours, un moment où c'est ton sport
et tu as le temps pour pratiquer ton sport et de manière régulière. Donc forcément, tu pratiques plus, tu t'entraînes plus, tu progresses plus. Voilà quoi. Clairement. C'est vrai que ça a créé une vraie organisation. Ouais. Moi, personnellement, dans mon vécu, du coup, j'ai été 3 ans à Bourg-en-Bresse pour pouvoir pratiquer le foot à haut niveau et à côté faire mes études, du coup, avoir mon bac scientifique. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une vraie structure où le matin, on se levait tôt, on allait justement au petit déjeuner, après on enchaînait avec les cours. On avait 1 heure ou 2 heures de pause des fois le midi, où on en profitait des fois pour faire du... T'étais en structure particulière, Ouais, c'est une sorte de formation, mais version du coup, classe horaire aménagée. Okay. Et après, on avait du coup 2 heures. Si on avait 2 heures, on allait faire des temps de musculation entre midi et 2. Sinon, juste 1 heure restauration. On enchaînait de 13h à 4h. Tous les jours, on finissait à 4h. C'est calibré. C'est ça, exactement. Et après, on partait s'entraîner. 4h à 6h, du coup, 2 heures d'entraînement minimum tous les jours, où il y avait des personnes qui venaient nous récupérer sur le lieu établissement scolaire pour nous amener sur le lieu d'entraînement sportif. Et dès qu'on terminait, nous, on rentrait. Mais les autres qui avaient fini leur cours, qui avaient déjà fait leurs devoirs, nous, on avait des temps d'études supplémentaires pour nous laisser le temps. Et on allait justement se restaurer le soir un peu tard, avant de retourner dormir et renchaîner sur du coup du lundi au vendredi, le samedi off et le dimanche compétition. Et ça, du coup, pendant 3 ans. Du coup, ça met un vrai cadre. Ça nous apprend aussi à nous structurer, à nous organiser et avoir aussi des temps bien définis sur chaque chose. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, t'as pas le choix, en fait. C'est ça. Typiquement, par rapport aux cours, je sais que ça peut être une problématique assez importante quand tu as des contrôles, des examens, le bac, le brevet, je sais trop quoi. T'as pas le choix. Tu as ce temps-là pour faire tes devoirs, ce temps-là pour réviser et pas le choix, en fait. Et tu es obligé. Clairement. En fait, je trouve que ça t'apprend quand même aussi à t'organiser et à faire en sorte d'être performant et dans ton sport et en cours, quoi. Et c'est quand même important... notamment en France, où le sport est quand même assez peu professionnalisant finalement. Clairement. Donc, te permettre d'avoir quand même ce double cursus, moi je trouve que c'est vraiment une chance, quoi. Et c'est tout optimisé parce que du coup, les terrains d'entraînement, ils sont à côté de l'établissement scolaire. Les temps d'attente, ils sont très calibrés pour que ce soit nickel. Donc, on est mis dans les meilleures conditions là-dessus et c'est une chance de pouvoir en être. En revanche, du coup, ça nécessite, par exemple, mentalement, d'être capable de justement résister à la charge d'entraînement physique, d'entraînement mental qu'on peut avoir. Également, le fait d'être des fois loin de sa famille. Moi, du coup, j'étais plus ou moins, on va dire, 1 heure et demie de route de chez mes parents. Toi, je ne sais pas en Ile-de-France comment c'était pour le déplacement. Mais, moi, j'étais en club formateur. J'étais pas en CREPS ou en pôle. Donc, le pôle, il y a un internat. Par exemple, si je vois le pôle Ile-de-France, mais je pense que ça va être le cas dans d'autres pôles, où vraiment... tu dors sur place. Ouais, il y a un CREPS, du coup. Et après, je sais qu'il y a des gymnastes qui rentrent chez elles aussi. Mais du coup, tu as une vie aussi au CREPS, c'est particulier. Et je pense que ça peut être plus ou moins bien vécu. En fonction de comment ça se passe avec les autres, de si toi, tu performes dans ton sport aussi. Il y a toute une dynamique particulière quand même. Et c'est là que les tactiques d'intégration, des fois, de socialisation vont être très intéressantes, de se dire comment je fais pour arriver à m'intégrer. Tu as parlé notamment de la performance sportive. C'est sûr que si on arrive à avoir des bonnes performances sportives, on va peut-être avoir une intégration beaucoup plus facile ou de perdre aussi notre personnalité. Ou l'inverse, des fois, sur les sports comme la gym. Il y avait une question de rivalité où ça peut arriver que des gymnastes, parce qu'elles performent, qu'en fait, elles sont pas si bien intégrées. Ça soit mal vécu par les autres. Mais c'est vrai que cette vie de groupe, en fait, au sein de l'internat, c'est quelque chose qui a du poids et qui a un impact sur ton bien-être, sur ta performance et sur ton évolution, sur comment tu grandis durant ces années-là. C'est clair. Et puis, surtout, il y a un aspect aussi où, quand tu fais toute ta carrière sportive dans un certain cadre et que tu ne vois pas forcément d'autres personnes, si pour X ou Y raison, tu te fais peu d'amis ou alors tout simplement d'autres sportifs arrêtent, en fait tu peux te retrouver, je pense même à l'âge adulte, 18, 20, 22, 25 en fonction des sports, où en fait tu te retrouves à avoir fait que ça de ta vie et du coup tu as peu d'autres contacts avec d'autres personnes et je sais que ça peut être parfois mal vécu, justement de ne pas avoir autre chose que le sport. Clairement. Tu sais, ça me fait penser au cours de Julie Boichet, qui nous parlait un peu des étapes de nos vies où on allait grandir, notamment dans le parcours sportif. Au début, on fait peut-être plein d'autres sports.
quand on est jeune pour pouvoir tester. Au bout d'un moment, on va arriver sur une phase de spécialisation. On va choisir l'un des sports. On va passer beaucoup plus de temps pour s'entraîner, pour la compétition, etc. Et après, au fur et à mesure de ton évolution, tu vas commencer à mettre de côté un peu ce sport-là pour aller t'ouvrir sur d'autres choses. Et c'est important d'être capable de casser un peu ce lien pour s'ouvrir à d'autres choses. Tout en ayant, on peut être toujours pratiquant à ce moment-là de notre sport, mais de s'ouvrir à d'autres choses pour, comme Anaïs le disait, si on a une contre-perf, si on a une blessure, si on a quoi que ce soit qui se passe dans notre carrière sportive, pour qu'on puisse se raccrocher sur d'autres domaines de vie. Et qu'on ne soit pas uniquement comme Anaïs, gymnaste, ou Léo, pratiquant de tel sport, mais qu'on soit du coup un individu, Anaïs Château, Léopold Sapé, avec plein de domaines de compétences et plein de casquettes ou d'étiquettes qu'on pourrait nous associer à ça. Ouais, et puis ça peut carrément se faire, mais pas forcément que en pratiquant un autre sport. Tu vois, parce que moi, typiquement, les gymnastes, elles n'ont pas le temps de faire un autre sport, c'est pas possible, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être important aussi, ça fait partie de l'équilibre de vie. Et notamment quand tu grandis, mais moi, je trouve ça important de parler pas que du haut niveau. Parce qu'en fait, la majorité des gens, c'est pas le haut niveau. Le haut niveau, c'est quoi? C'est 2% de la population, c'est rien, des sportifs. Et la majorité des gens, oui, même si tu fais de la compétition, c'est pas parce que t'es pas à haut niveau, c'est-à-dire en crêpes, en pôle, etc., que finalement, en fait, y a pas des exigences particulières, qu'il n'y a pas un stress particulier, qu'il n'y a pas des dynamiques particulières qui font qu'en fait, tu vas avoir besoin de gérer ton mental et ton équilibre de vie. Et ça, c'est hyper important, de pas se définir uniquement que par ton sport. Clairement. Même si c'est une grosse partie de ta personnalité, mais c'est important de développer ta personnalité aussi en dehors, qui je suis moi en tant que personne finalement, et pas seulement en tant que sportif. Donc là on était sur un peu cette évolution jusqu'à ces 17, 18, 19 ans. Qu'est-ce que ça t'a donné envie de donner comme direction dans tes études, dans ton cursus scolaire, ces années de lycée? D'ailleurs, tu as quoi comme bac? Et après, qu'est-ce que tu as voulu faire suite à ça? Rien à voir. J'ai fait un bac L à la base. Très littéraire? Littéraire, oui, parce que j'aimais bien les langues. Surtout, j'étais très nulle en maths. Tu avais un axe d'amélioration sur les maths? Un axe d'amélioration, c'est vrai, exactement. Très important. Des points forts et des points faibles, ou des points à améliorer, comme on dit. Mais non, du coup, ça m'a pas empêché. Après, j'ai fait STAPS. J'ai fait une licence entraînement sportif. Pourquoi être allé à STAPS? Qu'est-ce qui t'a donné envie, après un bac L, de partir en STAPS? Parce que c'est vrai qu'il y a peu de bac L, je crois, dans les stats. À l'époque, moi, il y avait beaucoup de bac S, quelques ES pour aller faire du mana, et quelques aussi STMG, mais c'est vrai qu'il y avait moins de L. Les bac L, en général, c'était plus pour du droit après, pour d'autres choses en lien avec les en fait, dans mon lycée, moi, c'était soit L, soit S. Okay. Il n'y avait pas ES, sinon je pense que j'aurais fait ES. Mais du coup, puisque je ne pouvais pas faire S, à cause des maths, c'était compliqué, quoi. En fait, qu'est-ce qui a fait que je suis allée en STAPS? C'est simplement ma carrière de gymnaste. Je savais que je voulais faire un métier qui soit lié au sport. Alors, est-ce qu'à la base, ça allait être kiné, ostéo, tu ne savais pas encore, ou alors coach? Je pense que pendant très longtemps, j'ai voulu faire coach. Et en fait, sincèrement, je pense que ce qui a fait que j'ai voulu faire ce métier et que finalement, je suis partie après vers un master spécialisé en préparation mentale, c'est ma rencontre avec ce préparateur mental. En fait, ça m'a tellement changée et ça m'a tellement... ouvert les yeux sur plein de choses, cet accompagnement, en fait, que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de pouvoir accompagner d'autres sportifs, d'autres gymnastes. C'était ouvert les yeux sur quoi exactement? Parce que c'est vrai que maintenant, tu es une experte sur cet aspect-là, mais à cette époque, qu'est-ce que ça t'a débloqué? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire que tu ne pensais pas être capable de faire, par exemple? Dans les gros traits, si je puis dire, je pense qu'il y avait vraiment un aspect de confiance en soi et d'estime de soi, d'être capable de aussi, comment dire, me valoriser autrement que par la compétition, et savoir que finalement ce que je faisais à l'entraînement, ça avait de la valeur et que j'avais pas besoin d'attendre la compétition pour me dire que j'avais de la valeur, que j'avais des compétences, etc. Et après, il y avait tout un aspect aussi relation entraîneur-entraîné pour moi qui était compliqué. Et du coup, on avait travaillé sur ça aussi. Qui prend de la place en gym, on sait qu'il y a une relation très forte franchement, avec le volume d'heures que vous avez. Clairement, je voyais plus mon entraîneur que tes parents ou n'importe qui. Bien sûr. Du coup, c'est une relation particulière et qui moi, m'impactait énormément dans ma performance.
Et c'était un peu une relation d'amour-haine. En fait, mon entraîneur, une grande admiration pour elle, très très grande admiration, mais du coup, le revers de ça était que forcément, tu veux rendre fier ton entraîneur, tu veux faire en sorte que ça se fonctionne bien. Et si de base, t'as pas forcément une hyper confiance en toi ou une estime de toi qui est compliquée, en fonction de comment est-ce que ça se passe la relation ou de comment la personne gère, parce que un entraîneur est un humain, il gère comme il peut, avec sa vie, avec son caractère, voilà, et parfois ça pouvait être un peu compliqué, quoi. Et les séances, vous les avez fait du coup à 2, à 3, comment ça s'est... C'était que à 2, que avec... Je pense que moi... Bon, ça va peut-être en écoutant ce podcast, mais je pense qu'elle a jamais... Je pense qu'elle a jamais su à quel point ça avait un impact sur moi. Elle a peut-être perçu après une différence, une évolution. Oui, oui, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, l'année où j'ai été suivie par ce préparateur mental, mes performances ont été bien meilleures. Mais même à l'entraînement, ça se passait mieux. Ah, mais clairement. Mais c'est vrai que dans ces sports-là, où il y a une relation très forte entre l'entraîneur et l'entraîné, d'ailleurs, c'est des thématiques qui se travaillent en préparation mentale avec beaucoup de revues scientifiques là-dessus. On l'appelle vraiment la relation entraîneur-entraîné. On peut avoir beaucoup de leviers, on peut avoir notamment la confiance, on peut avoir la communication, on peut avoir les aspects motivationnels, on peut avoir énormément de choses. Et c'est assez riche d'ailleurs. Dans certains sports, on s'en rend pas compte, mais ça prend une grande place. Des fois, dans certains sports co, il y a cette relation qui va être présente, mais il va y avoir la relation après avec d'autres camarades ou autres. Mais dans des sports comme ça, comme les sports gymniques, on va avoir énormément de liens avec ça. Et quels sont les petits tips ou les petites astuces que tu as pu, du coup, avec le temps, mettre en place pour favoriser une relation entraîneur plutôt bienveillante, plutôt positivement dynamique pour avoir du bien-être et de la perf. Je pense qu'il y avait un truc où te dire que ta valeur, en fait, elle passe par toi et pas par la vision que l'autre a de toi. Et un truc où d'être plus autodéterminé aussi, tu vois. Sur la motivation, du coup, Ouais, c'est ça. De te dire, ok, finalement, moi, qu'est-ce que je viens chercher quand je suis en compétition ? Est-ce que ce qui compte, c'est réellement que le résultat, ou est-ce que ça va être moi, ce que j'ai envie de vivre durant cette compétition, ce que j'ai envie de montrer ? En gym, on parle beaucoup de quel type de gym tu as envie de montrer. En fait, si tu veux, en fonction des clubs, va y avoir une éducation gymnique, si je puis dire, où le travail va peut-être... même le travail rien que corporel va être différent. Il y a des sports, des clubs qui travaillent beaucoup en danse classique, d'autres qui travaillent beaucoup plus, on va dire, peut-être plus développé en préparation physique. Donc tu peux avoir des gymnastes qui sont très dynamiques contre des gymnastes qui vont être plus danseuses, tu vois, par exemple. Et du coup, il y a aussi ce truc, ok, moi, en tant que gymnaste, qu'est-ce que j'ai envie de montrer comme gym ? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, parce que c'est un sport artistique, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer finalement dans ma chorégraphie ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message aussi. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça se développe de plus en plus avec le nouveau code de pointage aussi, où l'artistique est beaucoup plus mis en avant. Et ça, c'est très, très spécifique à la gymnastique rythmique, pour le coup. De se dire qu'on doit être plus au clair avec nous-mêmes, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, plus que qu'est-ce que je dois faire pour que mon coach soit content ou pas content de ma performance, et qu'au final, ça soit des choses, encore une fois, incontrôlables, des choses non autodéterminées par moi-même, et à partir de là, on doit leur apporter moins d'importance et plutôt se focaliser sur du maîtrisable, sur ce qu'on veut nous, et même sur du plus long terme. C'est ce qui permet d'être peut-être même en meilleure santé, bien-être mental, et de s'épanouir dans sa pratique. Finalement, tu viens chercher autre chose que la validation extérieure de tes parents, de ton entraîneur, des gens autour. Ou finalement, après ça c'est quelque chose qui vient aussi avec l'âge, on va pas se mentir, quand t'es toute jeune... qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que j'en sais rien, moi je suis là, j'aime faire de la gym, c'est tout, tu vois, et c'est normal, et encore heureux. Il faut passer par ça, par un truc un peu de naïveté, où simplement tu pratiques ton sport parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait du bien, etc. Mais à partir du moment, et ça c'est le travail aussi en préparation mentale, quand tu commences à grandir un petit peu plus, après on en parlera tout à l'heure, mais c'est un sport, la gym, qui se pratique très jeune, tu viens un peu plus réfléchir sur, ok, t'es plus mature. Qu'est-ce que je viens chercher, après simplement, qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que je fais de la gym, clairement, pourquoi j'ai gagné ou pourquoi j'ai pas gagné. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, on peut faire très simple, qu'est-ce que j'aime pas, ça m'amuse.
Ouais, clairement. Ouais. D'être avec les copines ou de pouvoir me défouler sur tant de temps. Ouais, apprendre des nouvelles choses, tester des trucs. Clairement. Ouais. Et du coup, toi, en STAPS, qu'est-ce que tu as bien aimé et qu'est-ce que tu as moins bien aimé en STAPS? En cours? Ouais, en cours. Et puis même, comme tu avais déjà été un peu éveillé, tu connaissais un peu la préparation mentale de par, du coup, les séances que tu avais individuellement. Qu'est-ce que tu as aimé à STAPS Paris, justement? Qu'est-ce que tu as moins bien aimé? Et qu'est-ce qui t'a emmené à te dire, au final, je veux moins être entraîneur de gym, mais je veux beaucoup plus être peut-être préparatrice mentale ou autre? Alors, replongeons dans les souvenirs. Ça commence à dater, mais moi... Qu'est-ce que tu as kiffé, ouais? Qu'est-ce que tu as kiffé à Paris Descartes? Il y a un cours qui m'avait quand même pas mal marqué, alors je ne saurais même pas te dire réellement quel était l'intitulé de ce cours, mais c'était un cours où justement on commençait à avoir certains aspects mentaux, et notamment on avait travaillé sur la personnalité, et ça c'était quelque chose qui m'avait vachement intéressée. C'est quoi que tu avais bien aimé dans le fait de découvrir la personnalité? De te rendre compte que finalement en fonction de ta personnalité, ou alors quand tu es entraîneur, la personnalité de tes joueurs, de tes sportifs, en fait finalement ça pouvait influencer leur comportement, leur réaction, leur perception de certaines situations. Et même si tu parles par exemple en sport collectif, en tant qu'entraîneur, c'est hyper intéressant de connaître aussi quelle est la personnalité. Il y a des tests qui existent comme le Big Five, etc. Où, finalement, mon sportif, il a plus telle personnalité, ou telle personnalité est plus développée qu'une autre. Il va peut-être avoir plus tel rôle dans l'équipe. Il va peut-être avoir susceptible d'avoir plus tel type de réaction. Qu'est-ce que tu penses de tous ces tests qui sont très connus, très à la mode, où on va être associé à la personnalité à des couleurs, on va être couleur rouge, couleur bleue, ou sinon on va être relié avec une grande catégorie, on va être genre la personne architecte, la personne... tu vois un peu ces tests-là, des fois, je vois. Ça se fait beaucoup des fois dans le monde de l'entreprise, mais il y a beaucoup de fédérations françaises de différents sports qui reprennent ça et qui font passer ça aux entraîneurs ou autres. En lien avec ça. Qu'est-ce que tu penses de ces tests-là? Et voilà, juste avoir ton avis là-dessus, c'est une question qui me traverse l'esprit et que j'ai envie de te poser. Je pense qu'il y a différents tests qui doivent être plus ou moins valables déjà, forcément comme dans tout quoi. Moi personnellement, c'est des tests, ça m'amuse. Après, en tant que réellement préparatrice mentale, si je te réponds, je dirais que quand bien même le test peut être plus ou moins véridique, je trouve ça intéressant de toute manière de se poser des questions sur soi. Voilà. Clairement. Intéressant de se poser des questions sur soi, parce que de toute manière, même si on te dit t'es comme ci ou comme ça, l'idée c'est quand même d'avoir un minimum de recul et d'être un minimum critique sur ce que tu vas recevoir comme retour, et pas de te dire je suis comme ça, voilà, c'est pour ça que je réagis comme ça, des limites, des excuses, tu vois. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans ça, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question quand même. C'est vrai qu'après des fois ça fait très horoscope, tu vois, ça va te mettre t'es le stratège. Dans les situations compliquées, tu vas mettre tel comportement en place. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être critique. Clairement. Faut être critique, c'est comme dans tout. Ça dépend aussi c'est d'où il vient ce test, qui est-ce qui te le fait passer. Ils font passer ça dans les entreprises. C'est des tests qui sont payants. Peut-être si ça... Les vrais tests, pas ceux que tu trouves sur Internet, les vrais tests, c'est des tests qui sont payants. Qui sont payants, qui sont beaucoup plus poussés, etc. Et qui te permettent... Mais clairement, je te rejoins sur le fait que c'est très intéressant de faire un peu cette phase d'introspection, de se questionner là-dessus. Et après, de quand même se baser sur des choses un peu plus complexes, en tout cas un peu plus précises, avec notamment, comme tu disais, le Big Five ou le modèle Ocean. Scientifiquement prouvé finalement. C'est ça. Ou du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va avoir le caractère du coup d'ouverture, caractère consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité, et le trait de névrosisme aussi qu'on va avoir. Et en fait, selon du coup des questions, des items. Ouverture pour toi, c'est extraversion, ça c'est. Pour moi, c'est O, ouverture, C, caractère consciencieux, E, extraversion, A, c'est l'agréabilité, et N, le côté névrosisme qu'on pourrait avoir. Selon les items, du coup, on va répondre à différentes questions, et avec une échelle de Likert de manière très classique. Ça va nous permettre d'avoir des niveaux sur les différents caractéristiques qu'on a données. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se comparer du coup à la data, à la moyenne qu'on va recevoir du test, et même de comparer ça dans différents domaines de vie. On va avoir du coup l'aspect perso, l'aspect sportif, l'aspect peut-être professionnel, d'autres aspects, et de voir que peut-être les traits, on va avoir des constances, des fois on va avoir des différences, et d'arriver justement à comprendre ça.
et de pouvoir le mettre des leviers en lien avec la performance, notamment, comme on le disait, peut-être sur le leadership. Plus on va avoir un caractère peut-être d'extraversion, peut-être plus on va s'orienter sur l'intégration des nouveaux, pour reprendre ce qu'on pouvait dire. Si on est peut-être très agréable, on va peut-être avoir un leadership qui va être très orienté sur la bonne humeur, la bonne ambiance du groupe, etc., etc. Mais en tout cas, de pouvoir se baser sur des choses comme ça, scientifiques, moins typées horoscope que pour certains, et d'avoir vraiment ces traits-là et de pouvoir avoir une véracité, encore une fois, une base scientifique sur laquelle on peut se reposer. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur justement ces tests, c'est moins catégorique, dans le sens où t'es pas ça ou ça. On ne te met pas une étiquette, et là, on va avoir justement des items. Tu as tous les traits de caractère, mais ils sont plus ou moins élevés en fonction de qui tu es, en fonction du milieu où tu es, où tu évolues. En fonction de, évidemment, si c'est dans le sport, si c'est dans ton milieu perso, si c'est dans le milieu professionnel. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est pas de dire, ouais, t'es telle chose ou telle chose. Peut-être que, je sais pas, quand t'es avec tes amis, peut-être ton trait extraverti, ouverture va être peut-être plus développé. Tandis que dans un milieu professionnel, peut-être que le caractère consciencieux va être un peu plus élevé, ou alors pas du tout, hein, mais c'est des exemples. Après, t'as des études qui sont faites justement pour prouver, par exemple, que certains traits de personnalité, généralement, sont corrélés avec un autre. Typiquement, l'extraversion, généralement, est assez corrélée avec l'instabilité émotionnelle, et ça peut amener des conduites à risque, des choses comme ça, des gens qui sont plus enclines à se tourner vers ce genre de choses. C'est des études qui sont très intéressantes, mais du coup, c'est des choses qui peuvent être transposées du coup dans le milieu du sport. Et comme on parlait tout à l'heure, justement, par exemple, un entraîneur, c'est intéressant pour lui de savoir quelle est la personnalité de ses joueurs, notamment pour le management. Ouais, le management, et même en tant que préparateur mental, travailler sur le rôle des sportifs dans une équipe. Quel rôle tu as, et du coup, en fonction du rôle que tu as, finalement, quelles actions tu vas mettre en place, quel comportement tu vas avoir dans l'équipe, quel rôle tu prends vraiment, quoi. Même pour te dire, la stabilité de ces traits, on sait qu'on va avoir quand même des traits de plus en plus, des fois stables, donc qui vont se retrouver dans les différents domaines qui vont faire partie de notre langage courant, du coup, vraie personnalité. Et après, selon dans quel domaine on évolue, l'expérience qu'on va avoir, avec qui on va être, on va avoir du coup des traits qui vont avoir des différences, des deltas, des écarts là-dessus. Ouais, du coup, c'est vraiment la personnalité qui t'a très intéressé. À la base des bases, ouais. Où tu te dis, ah ouais, là, il y a vraiment un truc, c'est vraiment cool. Ça, plus la relation entraîneur-entraîné. Mais ça, c'était plus par rapport au vécu. Donc, tu as vraiment ces deux leviers qui ont fait que dès que tu as eu ta licence, du coup, tu as une licence entraînement sportif. J'ai une licence entraînement sportif. Je crois que j'avais fait option danse parce qu'il n'y avait pas gym dans mon STAPS. Donc, ouais, entraînement sportif que j'ai eu pendant le Covid. Et après, du coup, j'ai fait master optimisation de la performance. Du coup, mention préparation psychologique et coaching. Donc, psycoach, donc c'est un master que tu as fait aussi. À Montpellier, du coup. À Montpellier, voilà. À Montpellier. Qui est l'un des seuls masters en France. Aujourd'hui, là, si on fait une photo en 2025, il me semble qu'on a Montpellier, qui existe, qui est... Là, on parle uniquement des masters 100% sur la préparation mentale. On exclut du coup les masters hybrides, où il va y avoir du coup prep physique, prep mentale ou autre. On reste vraiment sur les masters 100% prep mentale, sur... Ils ont différents nomenclatures, différents noms. Mais là, on parle du master du coup psychoach, préparation psychologique, coaching à mon époque, de Montpellier. Donc, il y a celui de Montpellier. Il y en a aussi un Brest. Il y a Brest, il doit y avoir Tarbes aussi, je crois. Ok, Tarbes, lui, je ne le connaissais pas. Moi non plus, je ne l'ai jamais demandé, du coup, quand j'ai sorti de licence, mais il y en a. De toute façon, il y a la liste. De toute façon, parce que c'est vrai que c'est des questions, souvent, on peut nous demander. Moi, le premier, on va me dire, Léo, quelles sont les études aujourd'hui pour, du coup, être préparateur mental, avoir un master en préparation mentale. Vous vous retrouvez facilement sur Internet, notamment sur le site de la SFPS, les différents sites, différents sites des universités pour avoir toutes les informations sur les masters. Mais c'est vrai qu'il y a Montpellier qui reste le numéro 1 en France. Et qui t'a parlé en premier de ce master et qu'est-ce qui t'a donné envie de descendre à Montpellier pour le master ? Je pense que la première chose qui m'a attirée dans le master, c'était que préparation mentale. Que préparation mentale. Et j'avais demandé d'autres masters de mémoire. Et je me souviens que j'avais aussi été prise à celui de Lyon qui, du coup, fait... diète, prep physique et mentale. Oui, réathlétisation. Ok, réathé. Et j'avais été prise et j'avais hésité. Et en fait, dans ma réflexion, je me suis dit, mais en fait, quand un master, il est unique que sur
une seule thématique, bah forcément, bah, tu vas poursuivre la thématique à fond, quoi. Ouais, clairement. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc, je pense que le Covid a joué aussi sur ça. T'as le temps de réfléchir à ton projet. Parce que toi, t'as eu la coupure. Ouais, le Covid en L3. Première promo après Covid. Ouais, c'est ça. Moi, je devais être du coup quelques promos avant. 2 ou 3 promos avant moi, je pense. Ouais, ok. Donc moi, je devais être les promos. Encore, on était vie normale. Après, une ou deux promos après, il y a dû y avoir Covid. Toi, tu étais les premières. Je me souviens que mon premier semestre de M1, il était à moitié en visio. Ok. À cause du coup à cause du pandémie. Covid, ouais. Okay. Voilà. Et c'est très intéressant. Et moi, du coup, pareil, quand j'ai voulu descendre à Montpellier, parce que je trouvais que, pareil, licence entraînement sportif du coup à Grenoble, et je trouvais que sur l'aspect physique, honnêtement, j'avais globalement fait le tour, et c'était pas quelque chose où j'avais plus d'appétence que ça pour aller chercher plus dans le détail. Par contre, sur l'aspect mental, il y avait des trucs trop intéressants. Nous, à Grenoble, il y avait déjà pas mal d'enseignants-chercheurs qui étaient en relation avec ceux de Montpellier et qui, notamment Sandrine Ezoargoter, qui faisaient des travaux notamment sur la motivation super intéressants, sur le double projet super intéressant. Jean-Philippe Euzé aussi sur la dynamique de groupe. Plein de gens très très intéressants. Mais toi, tu as eu une licence qui était quand même vachement aussi orientée vers déjà un peu la préparation mentale. On avait beaucoup de modules, Et moi, j'étais en recherche de ça, vraiment. Et du coup, quand je suis arrivée à Montpellier, ce qui était super, c'est que c'est un master où tu as quand même beaucoup aussi de théorie. Et du coup, ça permet quand même... Enfin, c'est hyper important. Tu as obligé, même si, ok, tu es en cours, ok, la théorie, parfois, ça peut être un peu saoulant, mais en réalité, c'est essentiel. Tu as besoin de connaître la théorie. Il y a eu une évolution dans les recherches, etc. Et de savoir comment aller chercher cette théorie, et comment aller chercher cette théorie peut-être dans 2030, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et de se dire comment je fais pour être dans l'ère du temps, dans l'évolution. D'ailleurs, tu l'as vécu comment cette première année? Parce que c'est vrai que des fois, quand on échange avec des étudiants, ils nous disent là, la première année, énormément de théorie. Il y en a, ça peut être dur à digérer, dur à assimiler. Des fois très décontextualisé de la pratique du terrain, et du coup ça peut être des fois très frustrant. Comment toi tu as vécu cette première année? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une promotion qui était exceptionnelle en termes d'individus, de personnes, où les gens étaient géniaux, enfin sincèrement. Du coup c'était très enrichissant d'être dans cette promo, et moi ce que j'ai trouvé très, très enrichissant malgré tout, même si c'était très théorique, c'est qu'on a eu beaucoup d'intervenants, d'intervenants très intéressants et qui ont été très importants, notamment pas uniquement dans la connaissance de ce que c'est la préparation mentale, mais surtout de ta posture, ta déontologie, comment te placer face à un individu. Et pour moi, ce versant du métier, il est au moins autant essentiel que la théorie, tes connaissances. Si tu ne sais pas parler à quelqu'un, si tu n'as pas la bonne posture, si tu n'as pas la bonne déontologie, tu ne peux pas accompagner quelqu'un. C'est vrai que c'est justement c'est un métier avec une vraie relation comme ça. Si on n'est pas capable justement d'avoir un cadre déontologiquement parlant qui est ok et qui est correct, ça peut être très compliqué. Donc c'est important d'avoir ces bonnes bases. Et la première année, certes, elle est chargée d'un point de vue théorique, mais en fait moi, j'avoue, je l'ai bien vécu. Mais même avec le recul, je me dis qu'elle est vraiment hyper importante. Et c'est ça aussi qui fait la force du master, c'est pouvoir balayer différentes théories sur des habiletés mentales classiques, de savoir comment aller chercher l'information, comment trier les informations, comment du coup réutiliser les informations. Et ça, c'est une grosse force du master qui fait la différence avec d'autres formations courtes ou autres. Ça peut être fastidieux, mais c'est essentiel. Clairement. C'est essentiel, essentiel, indispensable. Et avec le recul, c'est ce qui permet aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a vu, de se dire il me reste encore plein de choses à apprendre et d'être vachement riche avec ça. Je pense que le plus grave ou le plus dangereux dans ce métier, c'est de se dire ça y est, je sais tout. Je pense que la base essentielle, c'est de savoir se remettre en question en permanence. C'est pas parce que ça fonctionne bien, que les gens sont contents, ou que tu accompagnes des personnes où tu vois des évolutions, que ça y est, il n'y a plus rien à faire. C'est un métier, je trouve, où tu dois sans cesse te remettre en question et pas rester sur tes acquis, que ce soit en termes théoriques, mais aussi de comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu parles à une personne. Mais même là, au-delà de ça, moi, ça m'arrive beaucoup des fois avec des athlètes. Du moment que dans leur discipline, ils commencent à avoir des certitudes, on sait que des fois, ça peut être des fois un peu sur la pente déjà descendante. Le fait de toujours arriver à se remettre en question, mais de manière positive.
pas douter de soi, Ouais, mais bien sûr, juste de continuer à apprendre, à se questionner, à s'interroger, à chercher à s'élever, à progresser. Et C'est ça qui permet justement de continuer ça à nourrit se la tirer vers le passion haut. Ouais, aussi clairement. en plus. Clairement. Ça, c'est pareil que tu sois en sport, en tant que professionnel, ça nourrit la passion de forcément de continuer à te renseigner, de te remettre en question. C'est ça. Alors que si tu te dis, je connais tout, j'ai des certitudes, j'ai rien à apprendre de personne, que ce soit un nouveau, quelqu'un de plus expérimenté ou autre, là, en général, on peut s'attendre à qu'on soit sur une pente un peu glissante là-dessus. Une fois que tu as fait le master, qu'est-ce que tu as décidé de faire là-dessus et comment tu t'es dit, je lance mon activité une fois que tu es diplômé du coup de ce master préparation psychologique et coaching psychoach de Montpellier. Et en quelle année du coup c'était toi du coup 2021, 2 22 ou 23, je sais plus. Alors là, je les dates, j'ai moi je connais la mienne, moi c'est 2019. Je sais que j'ai été diplômé en 2019. 2019, donc ça doit être 2022 moi. Ouais, du 2022. Coup, je pense, 2022, oui c'est ça, 2022. Et du coup, à quel moment, comment tu t'es lancé dans ton activité et comment tu as commencé à collaborer du coup avec des gymnastes, des clubs de gym, etc. Enfin, des équipes de gym. Déjà, grosse évolution en maintenant pratiquement 3 ans. Ouais. Déjà, quand tu sors du master, c'est vrai que le master et la vie professionnelle, c'est vraiment 2 choses différentes. 2 choses différentes où là, tu dois créer aussi ton identité en tant que professionnel. Qu'est-ce qui va être important pour moi dans mon métier? Déjà, pourquoi est-ce que je fais ce métier? Est-ce que c'est simplement parce que je veux être à mon compte? Non. Est-ce que c'est parce que ça existe aussi? Ou est-ce que c'est parce que il y a vraiment quelque chose qui m'importe derrière? De quelle manière est-ce que j'ai envie de transmettre mon métier? Tout l'aspect est très pratique. C'est vrai que c'est un métier qui est en création en fait. C'est un métier nouveau. Contrairement à, on aurait fait des études, je sais pas, de dentiste, à la fin, on prend le cursus classique. Dentiste, c'est un métier bien ancré, il n'y a pas de problème. Préparateur ou préparatrice mentale, c'est un métier qui est nouveau, qui est du coup... Qui n'est pas protégé. Ouais, qui est du coup en émergence. Et à partir de là, c'est comment on se structure, comment du coup on parle de nos services, comment on apprend à se faire connaître, comment on décroche nos premiers contrats, etc., etc. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui est en création. Et par exemple, l'une des premières différences entre nous deux, c'est moi, par exemple, mon entreprise, mon auto-entreprise s'appelle Léopold Sapé Préparation Mentale. Et c'est vrai que du coup, Anaïs a c'est vrai que un nom qui est totalement différent. J'ai pas donné le nom de mon auto-entreprise. D'ailleurs, si tu peux leur dire, et pourquoi du coup, qu'est-ce qui a motivé à t'appeler comme ça? Alors moi, mon auto-entreprise, elle s'appelle Hello Mental. Donc pourquoi Hello Mental? Donc oui, sur mon logo, on voit quand même mon prénom, etc. En fait, moi, j'avais pas envie de me présenter moi. J'avais envie de présenter un service, un accompagnement, et mental parce que du coup préparation mentale. Et il me semble qu'à la base des bases, j'avais réfléchi peut-être aussi à pas faire uniquement de la préparation mentale et du coup en ne mettant pas préparation mentale, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais bon, dans mon logo, il y a quand même écrit préparatrice mentale. Pourquoi du coup le hello? Parce que je trouve ça friendly, sympa. Cool. Ouais, c'est ça. Un peu. Hello, je sais pas, ça me fait penser solaire, soleil. Ouais, un peu friendly, tu vois. Et puis hello, c'est en anglais, donc c'est un peu international aussi, si je puis dire, tu vois. Et je sais pas. Après, tu vois, le truc hello, c'est qu'après c'est quelque chose que je peux réutiliser. Par exemple, moi, quand j'écris des mails, jamais bonjour. Ça va être hello. Et en fait, je pense que j'avais aussi envie tu vois, la préparation mentale. Je trouve que parfois, ça peut être un peu vu comme quelque chose d'un peu abstrait, d'obscur, qui peut faire peur. Et je pense que par Hello Mental, j'ai voulu aussi amener un côté un petit peu friendly, un peu proche de la personne. Rassurant, réconfortant. Ça, c'était important pour moi. Clairement, tu as raison. Deux styles totalement différents. Où moi, je me suis dit, certes, la préparation mentale, on connaît, mais du coup, les personnes qui veulent travailler en préparation mentale avec moi veulent peut-être travailler avant tout avec moi en tant qu'individu pour cette relation préparateur mental-athlète. Donc, c'est pour ça que j'avais mis ces mots-là, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, si je dois tout à fait être honnête, j'ai réfléchi. Je pense qu'il y avait quelque chose où, en tant que gymnaste, on me connaissait un peu dans ma région et j'avais pas envie d'être vue comme gymnaste, mais comme préparatrice mentale. Et je pense qu'il y a eu de ça. Où j'avais pas envie qu'on se dise « Ah, c'est Anaïs Chateau, qui était dans telle catégorie, machin ». Je pense que...
Tu as voulu dissocier les deux et vraiment avoir cette vision préparatrice mentale et cette identité après gymnaste. Mais j'ai hésité à mettre aussi mon prénom et mon nom parce que c'est un accompagnement avec une personne. Ouais. Il y a 2 bonnes réponses, les 2 sont intéressantes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et après, du coup, comment s'est passé, du coup, les premiers accompagnements autour de la gymnastique, justement? Ce qui est très intéressant avec Anaïs, du coup, on va y venir maintenant, c'est qu'elle propose du coup aussi bien des accompagnements individuels avec les gymnastes, mais aussi bien du coup en équipe. D'ailleurs, que tu veux commencer par qu'on parle des individuels ou des collectifs? Peu importe en soi. Effectivement, donc je propose des suivis, des accompagnements individuels. Donc du coup, après, pourquoi est-ce que ça m'est venu de faire ça? C'est parce qu'en gym, gymnastique rythmique, il y a une saison individuelle et une saison équipe en France. Dans plein d'autres pays, c'est mélangé, etc. Donc du coup, tu peux pratiquer ce sport et en individuel et en équipe. Donc du coup, je propose deux types d'accompagnement. Donc en individuel, où là, ça va être un travail vraiment pour toi, pour soi, pour ton évolution. Où, je dirais que c'est un travail qui est peut-être un peu plus profond, où tu vas un peu plus réfléchir finalement à qu'est-ce qui se passe pour moi, comment est-ce que ça se manifeste, que ce soit mentalement, en termes de comportement, qu'est-ce qui se passe pour moi, être finalement lucide, apprendre à être lucide sur ce qui se passe pour soi et à accepter finalement ce qu'on vit, qui on est et comment est-ce qu'on le vit. Et une fois qu'en fait finalement il y a ce travail de ok, j'en ai appris plus sur moi et ça pour moi c'est essentiel. Jamais je vais arriver devant quelqu'un et lui dire utilise cet outil, tu vas voir ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas parce que en fait un outil pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit adapté au sport, adapté à la personne, adapté à l'âge et notamment dans les sports gymniques où c'est un sport qui peut se pratiquer très jeune, tu vas pas du tout l'amener de la même manière que si tu travailles avec quelqu'un qui a 30 ans. Quoi. J'aimerais bien échanger avec toi là-dessus sur justement l'âge très précoce justement des athlètes, que ça soit du haut niveau ou non. Quelle est ta vision par rapport à ça? C'est vrai que comme je te l'ai dit, moi je travaille avec quelques gymnastes, beaucoup moins que toi, et c'est vrai que du coup d'avoir des âges beaucoup plus jeunes, ça nous oblige à adapter des outils, adapter peut-être aussi des fois les explications, la façon de transmettre les messages, d'adapter aussi la mise en application des outils, d'adapter plein de choses. Toi, quelle est cette vision autour de cet âge assez jeune et quels sont du coup pour toi les petits tips ou les petites solutions aussi qui peuvent être intéressantes? Alors, effectivement, il y a une énorme différence et je peux le voir parce que il y a des gymnastes très jeunes, beaucoup, mais il y en a avoir des plus âgés qui vont avoir des âgés, on s'entend. Hein. C'est un sport qui se pratique très jeune, donc quand je dis âgé, ça va être 20-25 ans, quoi. Mais le plus jeune que toi, tu peux avoir Le plus jeune, ça va être aux 9-10 ans. Ouais. Après, avec un pic de performance en général sur la gym, on va être sur quel âge en séparant du coup garçons et filles, parce que du coup on va pas avoir... Moi je travaille beaucoup avec les filles, notamment déjà en gymnastique rythmique, il y a beaucoup plus de licenciés filles que de licenciés garçons. Et puis mine de rien, les femmes sont beaucoup plus enclines en gym, mais même de manière générale, quand tu regardes la recherche, il y a beaucoup plus... les femmes sont plus enclines à faire de la préparation mentale que les hommes. Après, ça dépend du sport dans lequel tu pratiques, mais pour le coup, je travaille dans un sport où... Plus de pratiquantes féminines. Mais je m'égare, je sais plus ce que je disais du coup. L'âge moyen à peu près de top performance quand on fait de la gym. Je dirais que c'est entre 12 et 16, 17 ans. Quoi. Donc qui est très tôt, on reste mineur par rapport à ça. En fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution différente. Va y avoir un pic de performance physique, on va dire, et après, il va y avoir, comme c'est un sport aussi où il y a beaucoup de techniques, une évolution de ce côté-là. Et tu peux continuer à progresser, même si physiquement, tu peux plus trop progresser. Clairement. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects de la performance. Et parfois, ça peut être aussi un sujet. En fait, je ne peux plus mettre ma tête dans mes fesses, tout simplement, parce que j'ai plus la souplesse. Moins de mobilité, moins d'amplitude. Ouais. Donc, du coup, forcément, t'adaptes. Voilà. Mais oui, du coup, il y a des... Alors, pour répondre du coup à ta question, quand les sportifs sont jeunes, forcément...
les sujets doivent être amenés de manière beaucoup plus ludique. Ouais. Voilà, beaucoup plus ludique. Quand je dis ludique, ça va être avec des images, avec des jeux, des mises en situation. Mise en situation. T'as un exemple, par exemple, on a déjà échangé un peu et même à travers les différents réseaux, mais d'une thématique que tu traites avec un jeu et une adaptation, un format plutôt ludique. Moi, j'aime pour travailler aussi sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, j'aime bien travailler sur les qualités et les atouts. Donc pour ça, j'utilise un jeu de cartes qui est le jeu des qualités, tout simplement. Et en gros, on va utiliser ce support et c'est plutôt pas mal parce que quand tu es jeune, potentiellement, tu vas pas avoir en tête l'idée de plein de qualités. Mais ça, c'est même en tant qu'adulte. Déjà, ça va pas te venir naturellement de te dire « Ah oui, j'ai telle qualité, ou peut-être tu vas m'en donner 2, 3 et après, tu vas arriver à court d'idées. Tandis que là, il va y avoir une multitude de qualités, ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir plein d'exemples et ça va te permettre de réfléchir. Donc après, il y a des petites images en plus sur les images, sur les cartes. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être pas mal pour les enfants. Et c'est marrant parce que parfois une qualité, elle peut avoir un sens propre et un sens figuré. Donc ça peut être intéressant. En fait, il y a beaucoup de psychoéducation aussi avec les enfants. Psychoéducation, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'une qualité? Psychoéducation, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des premières phases, des fois, quand on veut transmettre de la préparation mentale, c'est juste des fois expliquer, vulgariser, donner des exemples de ce que c'est une habileté mentale et transmettre de l'information, en fait, tout simplement. Et avant de vouloir déjà arriver à gérer une émotion ou autre, déjà, par exemple, une phase de la gestion des émotions, c'est la psychoéducation. Qu'est-ce qu'une émotion? Parler des émotions de base, parler de qu'est-ce qu'on ressent quand on a telle émotion qui arrive. Comment ça se manifeste, physiquement, psychologiquement, les pensées que tu as. Ouais, beaucoup de ça, effectivement. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, de toute manière, c'est des choses qui peuvent après leur servir dans d'autres milieux de vie, même à l'école, la gestion du double projet. Voilà, mais clairement, c'est vrai que souvent, du coup, on nous pose la question, à partir de quel âge on peut commencer? Est-ce que ça a vraiment du sens? Et ouais, clairement, là, surtout sur la gym, on se rend compte que, les pratiquants sont jeunes, donc c'est tout à fait intéressant. Aussi bien pour l'aspect un peu performance, sans vouloir parler de haut niveau, mais performance, bien sûr que ça va les aider, mais également sur l'aspect développement personnel, dans l'aspect bien-être, dans l'aspect évolution, progression, développement, grandissement, quoi, tout simplement. Ouais. Après, je vois venir les petites, comment ça, aussi jeunes. Oui, la gym, c'est un sport qui se pratique très jeune. Après, moi, ce que je fais, c'est que, avant de commencer n'importe quel suivi, de toute manière, il va y avoir une séance d'essai. Et notamment avec les très très jeunes, pour moi, c'est essentiel. Jamais je commence un suivi en n'ayant pas fait de séance d'essai parce qu'en fait, en fonction de l'âge, mais c'est aussi une question de maturité. Donc, effectivement, je sais qu'il y a des préparateurs mentaux, ils prennent pas en dessous de 12 ans, choses comme ça. Mais en fait, en gym, les détections, elles se font à partir de 10 ans, quoi. Donc, alors, ça va pas être de la préparation mentale de la même manière que tu vas travailler avec quelqu'un qui a 16, 17, 18, 20, 25, où c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus d'expérience, mais par contre, full psychoéducation, à fond. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Pour être plus en compréhension. Et en fait, quand tu comprends les choses, tu les vis beaucoup mieux. Un enfant, puisqu'il n'a pas forcément les connaissances, c'est ça qui va être frustrant pour lui. Je ressens ça, il se passe ça, ça se manifeste comme ci, comme ça, c'est bizarre. Apprendre aussi à pas forcément mettre une valeur sur ce que tu ressens. Je ressens des choses, j'ai le droit, et c'est normal. Et c'est super intéressant. Et après aussi, dans ce rôle-là, quelle vision ont les parents? Comment tu gères aussi cette relation parents, athlètes, prep mentale? Comment se passe l'équation générale? J'ai énormément à faire aux parents, du coup. Ce qui est logique. Beaucoup. Parce que ce sont des mineurs, ce sont des enfants, c'est la perle rare. C'est d'un point de vue un peu organisationnel, logistique, administratif, tout ça. Déjà, forcément, quand je fais les séances d'essai, au départ, il va y avoir le parent. Ce qui est logique. Le parent qui va pouvoir poser ses questions. J'ai un échange seul avec le sportif qui est essentiel parce que quand il y a le parent, ça peut être un peu biaisé. Parce que forcément, quand je rencontre quelqu'un, je vais pas forcément savoir quelle est la relation qu'il a avec son parent. Est-ce que c'est une très bonne relation où tout se dit, ou est-ce qu'au contraire, il y a un côté je veux rendre fier, ou alors ça se passe mal. Et puis il y a un questionnement qui est important aussi sur finalement, est-ce que c'est le parent qui veut
uniquement que son fils ou que sa fille... phase de la prep mentale, ou est-ce que c'est aussi de l'athlète Ouais, après, quand c'est un enfant, forcément, il va pas dire « oui, j'ai envie de faire de la préparation mentale ». Non, il va juste te dire « ah, je comprends pas ça, j'aimerais comprendre, j'en ai marre de pas réussir à faire ça, de réussir à l'entraînement pour en compétition ». Voilà, ça va plus être ça, et puis après, c'est le rôle en tant que parent de diriger vers le spécialiste qu'il faut, quoi. Comment tu le perçois des fois de la part des parents? Est-ce que ils sont assez bienveillants, assez ouverts par rapport à ça, ou des fois ça peut être un peu compliqué d'échanger avec eux sur la prep mentale? Est-ce que déjà tous les parents savent ce que c'est la préparation mentale en gym globalement? Ils peuvent avoir une idée. Moi, ce que je remarque, c'est que ça part aussi beaucoup de mon enfant est mal, j'ai envie de l'aider. Voilà. Donc, ça part d'une bonne intention de base. Voilà. Et après, il y a des parents qui sont plus aguerris, qui soit ont été sportifs, soit sont sensibilisés à ça, et qui du coup savent ce que c'est la préparation mentale, et du coup veulent que leur enfant soit sensibilisé au plus tôt. Voilà. Après, on en discute. Enfin, moi, de toute façon, je dis aux parents, quand ils sont très jeunes, ça va pas être de la préparation mentale comme on va faire avec un combattant. C'est de la psychoéducation, donc voilà, comprendre, commencer à se questionner. Voilà quoi. Les parents, mine de rien, il y a pas mal maintenant de médias qui ont parlé de la préparation mentale, donc ils arrivent à se situer, donc ils arrivent à déceler dès qu'il y a une problématique, entre guillemets, avec l'enfant, de se dire « ah potentiellement la préparation mentale peut être une solution à ces problématiques-là ». Et après, ils vont essayer du coup de trouver la personne qui correspond mieux à ça. Moi, j'ai la chance, je suis beaucoup recommandé des fois par du bouche à oreille, ce qui fait que des parents discutent entre eux et disent « voici comment j'ai bossé avec Léo ». Et du coup, même moi, ça me facilite dans mes explications par rapport à ça. Et ceux qui me contactent, qui sont nouveaux, je leur explique qui je suis, qu'est-ce que je fais avec de la préparation mentale et comment ça s'adapte pour les enfants, en leur expliquant qu'il y a beaucoup de phases d'adaptation, par exemple en passant par des fois les jeux, les dessins, les échanges, pour que ça soit très parlant, dynamique pour les enfants, et qu'on puisse à la fin lui permettre de mieux comprendre la chose et d'avoir des solutions adaptées par rapport à ça, en changeant des fois des vocabulaires, des mots. Oui, tu choisis des mots simples. De toute façon, sinon ça passe pas. Sinon, tu es face à un enfant qui te regarde comme ça, dans le blanc des yeux. Ça. Et par exemple. Et d'ailleurs, ça, c'est un des critères aussi. Tu vois, dans la séance d'essai, si je vois que la personne, elle ne parle pas du tout, qu'elle est très, très, très timide. Donc, mais tu vois, ça encore, ça fait partie de apprendre à faire ce métier. Comment tu fais pour parler à un enfant, pour faire en sorte qu'il parle comment est-ce que tu te comportes avec? Surtout sur les premières séances, mais c'est ça. Ça me fait penser, là actuellement je bosse pareil avec un jeune, et on a vu un passage par exemple sur la respiration. Plutôt profil ou des fois très anxieux avant les compétitions, ou même des fois sur des points un peu chauds dans sa pratique, il va être des fois très stressé. Donc j'ai commencé par lui parler un peu de la respiration, et notamment des différents types de respiration. Et à la fin, je lui ai demandé du coup de choisir, lui, sa respiration qu'il a envie de faire, de tester aux entraînements, à la maison et sur son lieu de pratique, pour pouvoir être capable de passer d'un état où je suis mal à l'aise à un état où je retrouve beaucoup plus de stabilité, où je me sens mieux, et après, derrière, je peux être plus relâché pour pratiquer son sport. Et c'est marrant, la respiration, il l'a appelée la respiration apaisante. Donc pour lui, la respiration apaisante, ça va être, il va prendre plutôt une grande inspiration, en essayant quand même de gonfler le ventre, et après il va venir souffler lentement. Et on aurait pu appeler ça la respiration ventrale, moi je l'aurais appelé peut-être 1000 autres possibilités, mais lui, le mot qu'il a retenu, c'est la respiration apaisante. Du coup, je dis à papa, je dis à maman, là j'ai besoin de faire ma respiration apaisante, et je vais faire de la respiration apaisante. C'est trop mignon. Ouais, pareil, mais tu vois, tu parlais des dessins tout à l'heure, même parfois quand les cartes ça fonctionne pas, ou quand on les utilise pas, des fois tu fais un dessin, ok, comment tu veux te sentir? Je me souviens d'une petite qui m'avait fait un dessin forcément avec le grand sourire, machin. Ça peut paraître des choses toutes bêtes, mais en fait si ça parle à l'enfant, mais c'est le principal. On s'en fiche que ça corresponde pas à telle théorie ou quoi que ce soit. Quand ce sont des enfants, en fait, il faut que ça leur parle. Et t'es obligé d'adapter, tu peux pas parler avec un... C'est un moyen de communiquer différemment avec eux, et tu vois, c'est pareil, toi tu disais, tu peux lui poser une question et tu lui demandes qu'il réponde à cette question avec un dessin, ou même des fois, je leur demande je les lance sur un sujet avec un dessin, et en même temps, moi, je leur pose des fois des questions, je vais passer presque un entretien, où quand ils vont être sur une phase de dessin, ils vont être des fois
plus enclin à discuter ou même rebondir sur ce qu'il est en train de faire. Carrément, parce que finalement, ils vont pas se dire faut que je réponde. Juste en fait, ils sont là et ils te répondent comme s'ils répondaient à n'importe qui, tu vois. Le but vraiment avec les enfants, enfin moi surtout aussi des fois ce que j'aime bien mettre, c'est à la fin leur dire est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as passé un moment, est-ce que tu as kiffé la séance. Et aussi des fois c'est un gros truc que j'aime bien mettre, j'aime bien souligner, c'est qu'il passe un bon moment. Dans le sens où il a trouvé déjà des solutions par rapport aux questions qu'il pouvait avoir, mais en plus de ça, il s'est plutôt amusé, il a appris des choses, il s'est amusé, et il a trouvé ça vraiment cool de pouvoir bosser quelque chose qui peut être très boring, très ennuyeux, fait d'une certaine manière là-dessus. Et notamment toi sur tes trucs collectifs, j'ai l'impression qu'à chaque fois elle kiffe, à chaque fois elle passe un bon moment et c'est super intéressant de voir les différents ateliers que tu peux proposer de manière collective. Ouais, en fait, moi ce que je trouve important c'est de trouver cet équilibre entre je vais faire du ludique, je vais proposer des choses, mais en même temps, en fait, je vais quand même parler de choses entre guillemets un peu plus sérieuse, plus liée à la performance, parce qu'en fait, comme c'est un sport qui se pratique très jeune, très tôt, en fait, on va te demander d'avoir quand même de fournir une performance très tôt. Et des fois, en fonction aussi du niveau, bien entendu, ou de la maturité, tu peux te retrouver avec des jeunes qui sont très, très, très axés aussi performance et où ils ont besoin de ça. C'est aussi important pour eux et c'est pas simplement... oui, il y a le côté bien-être qui est hyper important, mais il y a aussi le côté performance. Et le côté performance, moi, j'ai envie d'atteindre ça, vérifier que ce soit leurs objectifs et pas l'objectif des parents ou de l'entraîneur. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu m'as dit par rapport à ce que tu avais vu sur les réseaux, en fait, quand je fais des interventions collectives, j'utilise beaucoup, justement, des activités en groupe. Déjà, je trouve ça pas mal parce que... je travaille pas mal sur la cohésion d'équipe et le fait de faire des jeux en groupe aussi, ça permet de renforcer ça. Notamment quand on va travailler sur les rôles dans une équipe, ça peut être bien justement pour discuter, moi je te verrai plus avec tel rôle, ou moi je me sens plus à l'aise de prendre tel rôle, pourquoi, comment est-ce que je peux mettre en place mon rôle, pareil. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quoi un peu comme rôle qu'on peut retrouver dans une équipe et essentiellement dans une équipe en lien avec des sports gymniques? Ouais, après, je pense qu'il y a des trucs très, très, très spécifiques, mais il y a quand même des rôles qui se retrouvent dans n'importe quel sport. Déjà, forcément, il va y avoir le leader, que ce soit le leader verbal, le leader en termes d'action, c'est-à-dire pas forcément celui qui va leader par la parole, mais plus par ses actes ou par son attitude un peu exemplaire ou des choses comme ça. Va y avoir un peu le comique du groupe, celui qui va faire rire, qui va amener la bonne humeur, l'organisateur social, par exemple. Il peut être aussi la personne qui va être... qui est celle qui va motiver, ou celle qui va rassurer. Finalement, il va y avoir plusieurs rôles qu'une personne ou plusieurs peuvent prendre. Mais l'idée, c'est pas de dire « toi, tu prends ce rôle ». Non, l'idée, c'est de se dire « ok, moi, en fonction de aussi mes qualités, en fonction de comment est-ce que je me sens à l'aise de faire telle ou telle chose, quel rôle j'ai envie de prendre ». Et en fait, ça devient pas simplement un rôle qu'on m'impose, c'est un rôle que moi, je veux prendre. Et du coup, il y a une certaine responsabilité, et c'est une responsabilité que moi, je prends envers moi-même, mais que je prends envers l'équipe. Et du coup, ça crée quelque chose où j'ai une responsabilité envers cette équipe, j'ai un rôle à jouer. Donc, en termes d'investissement et de motivation pour une équipe, c'est le top, quoi. De manière collective, de pouvoir justement les interroger, les faire participer. Et comme tu disais, on sait que sur le leadership, c'est très intéressant de pouvoir le partager, de pouvoir en avoir plusieurs dans l'équipe. Et ça, c'est des choses super enrichissantes, super intéressantes pour elles. Donc, pour pas qu'il y ait aussi un déséquilibre entre une personne qui a l'impression d'avoir tout le poids sur les épaules, ça arrive. Des fois, je suis dans des équipes et en fait, il y a le leader ou la leaduse. Et en fait, tu te rends compte qu'elle a une pression, mais folle. Et en parlant de ces sujets-là, en fait, tu te rends compte que parfois les autres autour ne se rendent pas compte en fait qu'ils mettent cette pression-là sur cette personne, tout simplement parce que c'est son rôle, c'est le rôle qu'elle prend à cœur, puis elle prend le lead, donc moi ça me va. Puis il y a un peu ce truc de paresse sociale, puisque les autres font des efforts, moi je vais en faire moi aussi. Donc, si tu discutes jamais de tout ça, en fait, tu restes dans ça. Alors que c'est des trucs dynamiques, c'est des trucs qui évoluent, c'est des trucs qui peuvent justement s'améliorer, s'améliorer et se faire progresser par rapport à ça, et c'est très intéressant là-dessus. Pareil, tu as parlé beaucoup de pression. Toi, quelle est ta perception par rapport à ça? Quelles sont les thématiques que tu travailles le plus en général? Et pareil, deux, trois exemples de comment tu t'améliores et tu bosses tout ça. Franchement, la majorité des personnes qui viennent me voir, c'est... j'ai du mal à gérer mon stress ou mes émotions.
ou mon fils, ma fille a du mal à gérer le stress, les émotions, ou alors typiquement en compétition, elle perd ses moyens. Et en fait, du coup, ce qui va être intéressant après, c'est d'aller creuser et de se dire, ok, finalement, quand on parle d'émotion, est-ce que c'est la colère beaucoup la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que ça va être une question plus de confiance en soi ou d'estime de soi? Est-ce que je crois en mes capacités? Est-ce que je considère être une personne de valeur? Être un sportif de valeur? Où est-ce que je mets la valeur aussi? Tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment une question de gestion du stress pur? C'est-à-dire, en fonction de comment mon stress se manifeste, donc c'est-à-dire quelles vont être les pensées que je vais avoir, ou fait physiquement, qu'est-ce que je ressens? Parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment beaucoup physiquement. Je ressens beaucoup de lourdes, tension, des tremblements. et en fait, je ne peux pas faire mon sport comme je veux parce que physiquement, je n'arrive pas à gérer. Et du coup, c'est là qu'on va utiliser aussi beaucoup d'outils, type respiration, imagerie, pleine conscience, où là, du coup, ça va te permettre de gérer ces manifestations physiques et psychologiques, finalement, du stress ou de tes émotions, quoi. Ça va être ça, quoi. Ouais, clairement, parler de stress somatique, de stress cognitif et d'arriver justement à identifier lequel est le plus présent, le plus handicapant et d'arriver justement à leur apporter des solutions, encore une fois, qui matchent avec leur singularité pour qu'ils puissent après être sur de la performance et du bien-être là-dessus. Mais c'est vrai que... Quelle est la poule, quel est l'œuf entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je ressens. Clairement, mais je te rejoins. Si on a vraiment des athlètes qui vont avoir des tremblements, des mains moites, des maux de ventre, des sensations désagréables, ça va être très compliqué de pouvoir reproduire ce qu'on a très bien fait potentiellement à l'entraînement et d'être capable de le faire le jour J. Alors qu'on sait qu'en réalité, la gym, on va être quand même sur un sport presque à habilité un peu fermée où on va pas avoir de concurrence indirecte. C'est pas comme si on faisait de l'escrime, toi et moi. Entre guillemets. Exactement. C'est pas comme si on faisait de l'escrime où selon ce que tu vas faire, ça va avoir un impact sur moi et ça va venir m'influencer. Après, il y a toujours entre guillemets, par exemple, quand tu es à l'entraînement, tu vas voir les autres s'entraîner. Là, ça peut avoir un impact. L'impact du public, l'impact des autres, l'impact des parents dans les gradins. Donc il y a quand même ça qui peut influencer, mais qui influence pas mal en réalité, franchement. Ça, c'est l'environnement vraiment extérieur et ça, c'est vraiment des variables. Et encore une fois, ça impacte, mais en réalité, est-ce que ça devrait vraiment les impacter? En réalité... c'est toute la question, c'est tout ce qu'il faut expliquer. Et bien sûr, va y avoir un peu toutes les choses contrôlables et toutes les choses incontrôlables et c'est hyper important de se rendre compte de, finalement, moi, quand je suis en compétition ou à l'entraînement, est-ce que j'ai l'habitude sur quoi j'ai l'habitude de me concentrer? Et est-ce que ces choses-là, finalement, c'est des choses qui sont contrôlables ou incontrôlables? Et c'est là que tu te rends compte, en fait, le moment où finalement je ressens potentiellement le plus de stress, la plupart du temps, c'est quand tu te concentres sur des choses incontrôlables que tu ne peux pas contrôler. C'est comme s'il y avait un mur en béton. Je tape le mur, en fait, tu peux taper pendant longtemps, mais c'est incontrôlable, tu pourras rien changer. Ouais, clairement. Et ça, c'est pour certaines personnes. Alors, bien sûr, c'est différent. En fonction de tout le monde, parfois ça peut être ça la source de stress, parfois c'est d'autres choses. Mais ces choses-là, des fois ils se rendent compte, ils se disent mais punaise, mais c'est vrai, mais ça je peux pas le changer, mais pourquoi est-ce que je continue à Et tu passes de l'énergie, tu passes des ressources physiques, mentales à vouloir faire des choses, alors que le spectateur, l'ensemble des spectateurs, tu pourras rien faire contre. Moi il y a un truc que j'aime bien dire, c'est tout bête, mais nous, on est au centre de notre monde. On est au centre de notre monde. Ok, quand on passe, on est sur un praticable, donc forcément, tu as un peu ce truc où tu es seul, notamment en individuel, face au jury, face au public, etc. Mais en réalité, toi, quand tu regardes une compétition, est-ce que tu regardes tout le monde passer? Est-ce que réellement, tu portes attention à la moindre petite chose que tout le monde fait? En fait, tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui te scrutes à ce point. Parfois, c'est important aussi de se lâcher la grappe et de simplement arrêter de réfléchir et d'agir. En fait. Et ça, moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est attention, concentration, parce que pour moi, ta concentration, c'est ton meilleur allié face au stress. Et quand je parle de concentration, c'est d'attention, sur quoi je porte mon attention, à quel moment de ma performance. Et après, ça, c'est des aspects qui sont très liés à la gym, et où en fait, finalement, notamment en gymnastique rythmique, tu vas avoir 1 minute 30 sur le praticable ou 2 minutes 30 en équipe. Et en fait, il va falloir être hyper performant à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être très stressant. Ou très court et très stressant. Voilà, très stressant. Mais en fait, tu te rends compte que ce moment T, il n'y a pas que ça. En fait, finalement, toute ta préparation en amont, c'est parce que ta préparation en amont, elle a été qualitative que tu arrives aussi en confiance en compétition. C'est pas le jour J, c'est le stress qui va jouer.
Mais non, mais il y a beaucoup cette croyance-là. Et c'est pas le cas. Il y a une vraie préparation par rapport à ça, une anticipation. Il y a quand même, une fois tu le dis, si on passe des ressources attentionnelles, donc notre concentration sur des choses non pertinentes pour la tâche, on va en delà du coup d'une contre-performance. Et la chance, encore une fois en gym, c'est 1 minute 30, bah, nous, on a le pouvoir de pouvoir se dire sur 1 minute 30, c'est moi qui décide sur quoi je vais pouvoir me concentrer, sur ce que je vais pouvoir faire, et réguler mon état émotionnel, réguler aussi mon état physiquement, comment je me sens, et j'ai le pouvoir de mettre ça en place. Aujourd'hui, est-ce que je veux prendre ce pouvoir, je veux travailler en préparation mentale, ou est-ce que je veux pas prendre ce pouvoir, et je reste sur du coup un truc aléatoire, et du coup, on va avoir une performance qui va être vraiment en dents de scie et qui va vraiment être instable. Et on vous voit derrière la caméra en mode oui, enfin bon, c'est facile à dire, franchement. Franchement, des fois, quand tu fais des débuts de suivi et que tu dis mais t'inquiète pas, tu n'es pas un cas désespéré, tu vas pouvoir progresser, c'est possible, tu peux faire le choix. Mais les gens ils te disent mais c'est impossible, c'est à 1000 lieues. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la préparation mentale, c'est de voir qu'au fur et à mesure des séances, en fait, ta perception d'une situation, elle va complètement changer et tu te rends compte que c'est pas une situation en soi qui est stressante, c'est la perception que tu en as et la valeur que tu y mets, en fait. C'est un truc très interne. Ouais, clairement. C'est vrai que aussi, moi, j'aime bien des fois, là, un truc perso, mais continuer à pratiquer plein de sports, des sports que je connais pas, ou des sports que je connais ou j'ai connus, de pouvoir continuer à les mettre en place pour... te rechallenger. Ouais, c'est ça, tu sais, me dire, c'est vrai que tous les jours, je suis avec mes athlètes, en me disant, bah, on parle de stress, on parle de ceci, on parle de cela, bah... de les accompagner dans l'amélioration de ça et de me dire bah let's go, moi aussi je vais me challenger pour aller chercher des fois ces petits états, je sors un peu de la zone de confort, je vais sur de l'inconfort, d'aller dans des retranchements où je me retrouve dans les mêmes situations que mes athlètes et de voir comment je prépare ça. Par exemple, tu vois là actuellement je prépare un marathon, en 2e marathon, je joue pas mal aussi au paddle alors que j'ai jamais fait de sport de raquette de ma vie. C'est cool, tu te challenges. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je me dis, bah, let's go, je joue contre des mecs qui sont bien plus forts que moi. Des fois, des matchs qui peuvent être très, surtout au paddle, où des fois, ça peut se jouer sur un point. Tu peux remporter le jeu ou tu peux perdre le jeu, tu peux te faire remonter ou tu peux remonter les adversaires. T'as plein de leviers comme ça qui sont assez intéressants et je kiffe. C'est trop cool. En place. Moi, tu vois, maintenant, j'ai une pratique du sport qui est... En fait, j'ai tellement été dans la compétition, mais pendant des années, que j'ai vachement du mal maintenant avec le sport en compétition. Mais même jouer comme ça, parce que moi, jouer comme ça, c'est pas de compétition. Mais tu sur vois, le paddle, ça reste ouais, je sais, loisir, quoi. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant. Mais maintenant, je vois vraiment le sport parce que ça va me faire du bien, parce que ça va me faire me sentir bien, que ce soit dans ma tête, dans mon corps, etc. Ouais, tu veux vraiment le bien-être avec le sport, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que ça, c'est un peu c'est un peu le côté un peu tu sais, les traumatismes qui ressortent de quand j'étais en mode full compète. Non, mais simplement quand tu grandis aussi, t'as besoin d'autre chose, tu vois. Carrément. Quand tu finis ta carrière aussi, t'as besoin d'autre chose. T'es sur une période où actuellement tu veux juste pratiquer du sport pour kiffer, prendre du plaisir et après. Ça veut pas dire que tu progresses pas, bien sûr. De toute façon, je suis tellement compétitrice que. Mais ouais, du coup, la gym, il y a ça. Il y a aussi l'imagerie mentale que tu as évoquée qui était très intéressante. Moi, c'est vrai que j'ai déjà collaboré avec des gymnastes ou des fois même pour l'apprentissage de différents enchaînements, de différents mouvements, où des fois ça peut être super intéressant. On sait qu'il y a aussi pas mal de visualisation dans le sens où on va vouloir faire les choses, on va se filmer des fois en train de faire des enchaînements. Et des fois ça peut être dur à reproduire, soit suite à une période d'arrêt, soit X raisons. Et des fois, passer par de la visualisation, c'est super intéressant de se dire, bah, on reprend un clip vidéo, on redécortique le mouvement pour pouvoir le faire après en imagerie mentale et faciliter l'apprentissage ou la reproduction là-dessus. C'est quoi un peu ta vision sur l'imagerie mentale ? J'utilise énormément la visualisation. En plus, en gymnastique, c'est quand même quelque chose où c'est même... ancré. Ouais, c'est un peu ancré quand même. Je trouve que les gens font... Bon, de manière très succincte, du coup, forcément, mais un peu de visualisation, notamment de l'enchaînement en compétition. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de 2 manières. Soit effectivement une visualisation de l'enchaînement, mais avec ce que j'aime bien, c'est visualisation de praticable de pré-compétition, de la salle, de quand je vais rentrer. En fait, il y a quand même l'environnement, genre. Ouais, de l'environnement. Et il y a un moment clé en gym où c'est au moment où je vais rentrer. Je vais rentrer dans l'arène. Là, ce moment-là, c'est waouh. C'est le moment où généralement les gens sont stressés. Et du coup, beaucoup de travail de visualisation sur ça,
aussi d'utilisation d'outils en visualisation. Je me vois en train de faire ma routine avant de passer, etc. Et puis après, visualisation de l'enchaînement, que ce soit en musique, sans musique. Des fois, j'utilise la musique. Des fois, j'utilise aussi des supports où on regarde la salle, comment ça va être, par où est-ce que tu vas rentrer sur le praticable. La musique qu'ils vont utiliser pour leur choré, en fait, par rapport à ça. Voilà, c'est ça. La musique, en gros, il y a une musique sur laquelle ils font l'enchaînement. Et donc, du coup, voilà, sur ça. Et après, visualisation aussi, ça peut être aussi, par exemple, visualiser par exemple, une bulle autour de soi. Ça, c'est des choses qui sont plus vues aussi en sophrologie, utiliser la respiration. Donc, en fait, moi, c'est des outils, l'imagerie mentale et la respiration que j'aime bien corréler. Je trouve ça assez intéressant. Et après, ce que tu as dit qui était intéressant, c'était aussi pour... l'apprentissage en geste. Ouais, d'un geste. Un geste moteur, ouais. Un geste que tu n'arrives pas ou un geste que tu as perdu. Et notamment dans les périodes de blessure, ça peut être intéressant d'utiliser l'imagerie mentale pour pas perdre tout. Toujours faire en gros, ta partie du cerveau, c'est les neurones miroirs, où en gros, les mouvements que tu fais et les mouvements que tu visualises, ça va activer finalement cette même partie. Donc ça permet de soit doubler le travail, soit de continuer à travailler cette partie-là du cerveau, même sans que physiquement tu puisses travailler. Donc généralement, ça te permet de perdre un peu moins, même si tu perds physiquement. Voilà quoi. D'entretenir ces qualités physiques ou ces qualités techniques de reproduction grâce à l'imagerie et éviter que tu sois sur un désentraînement complet, total, en lien avec ça. Mais c'est sûr que c'est très intéressant. Et tu fais comment pour l'adapter alors pour ces publics plutôt jeunes? Est-ce que c'est plutôt facile? Moi, je sais d'expérience, pour être honnête, des fois, c'est presque les enfants qui ont le plus de facilité avec l'imagerie et avec la visualisation pour se projeter rapidement. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça avec la gym? En fait, la visualisation, s'il s'agit d'imaginer simplement de voir quelque chose, les enfants, ils arrivent bien à le faire. Ce que je peux faire aussi parfois, c'est par exemple, notamment, on va travailler en gymnastique rythmique avec des engins, donc ballon, massue, cerceau. Tu peux très bien, tu touches l'engin, tu touches sa texture, sa forme, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, etc. Et tu peux aussi, du coup, une fois que tu as fait ça, ensuite, tu le fais en fermant les yeux, et en visualisant, ok, je visualise l'engin, j'apprends aussi le côté allier finalement les différents sens et pas seulement la visualisation. Donc ça, c'est au fur et à mesure. Mais les enfants, ils arrivent bien avec la vue. Après, quand tu veux aller plus loin, par exemple, visualiser avec notamment les odeurs, les sons, les bruits, et notamment en gym, les bruits peuvent être vraiment très déstabilisants. Donc travailler sur ça, ça peut être intéressant. Quand je suis avec les enfants et que je veux leur faire découvrir l'imagerie, je leur demande de choisir un logement, une maison, un appartement, peu importe où ils ont vécu, qui se sentent bien avec, qu'ils ont des bons souvenirs et qu'ils aiment bien y aller. Ils vont dans cet endroit-là et je leur demande du coup déjà d'imaginer un peu l'extérieur, de voir l'extérieur, puis après de commencer à se rapprocher de la porte d'entrée et de s'imaginer rentrer dans la maison. Une fois qu'ils sont dans la maison, là, pareil, de peut-être entendre des sons particuliers, peut-être sentir des odeurs particulières, etc., etc. Et après, je leur demande librement de se déplacer dans la maison et de comptabiliser le nombre de fenêtres. Et comme ça, ils s'amusent à se déplacer, eux, un peu dans la maison. Ouais, de ça voir fait bien des travailler différentes ça, pièces. c'est bien. Ouais, clairement. Et de comptabiliser le nombre de fenêtres, de se balader, de faire le petit circuit. Et une fois qu'ils ont terminé, je leur dis, dites-moi quand c'est good. Vous revenez à la position de départ. Et après, du coup, c'est un petit jeu. Comme ça, je leur dis, ils ont comptabilisé 6, 8, 12 fenêtres. Et quand ils arrivent dans ce logement-là, pour la prochaine fois, ils recomptabilisent, voir s'ils ont été pertinents et voir s'ils en ont oublié peut-être une ou s'ils en ont comptabilisé plus que ce qu'il y avait. Mais c'est bien de repartir sur un lieu que les personnes affectionnent particulièrement ou qui ont un sens pour eux parce que du coup, ça aura beaucoup plus d'impact. Typiquement, on a tous un peu, par exemple, je sais pas, quand on était enfant, on partait en vacances, on allait à un endroit, il y avait des odeurs, il y avait des sons, il y avait des paysages. Et en fait, ça, c'est hyper bien comme exemple à prendre parce que ça peut être une bonne base pour après aller chercher plus loin, travailler encore plus l'imagerie, voilà quoi. Notamment lié aussi avec la pleine conscience. De se dire, dans la pratique, voici comment on peut réutiliser ça. Ouais, faire le lien, Clairement, et de s'entraîner à le mettre en application, et c'est top. Un point aussi sur la gymnastique que je trouve super intéressant, c'est du coup, comme on disait, on était sur un pic, aller autour des 16 ans de haute perf. Après, il y a quand même beaucoup de gymnastes qui ont bien plus que 16 ans et qui font encore des sports gymniques. Ah oui, bien sûr. Comment on évolue avec ça
quelles sont un peu les différentes transitions, comment on adapte la pratique et après comment on change, on a une transition de carrière suite justement à cette pratique sportive. Quand tu grandis, forcément, tu as des capacités différentes. Des capacités différentes et du coup, faut aussi... Tu vois, en gym, il y a beaucoup de valeur qui est accordée au fait d'être souple, par exemple, et forcément, quand tu grandis, tu perds de la souplesse, ce qui est normal. Et du coup, c'est aussi important de trouver de la valeur autrement. Et du coup, ça passe aussi par, en tant que gymnaste, quelle est mon identité. Et quand je parle d'identité, ça peut être une identité morale, mais aussi une identité artistique, par exemple. Ou une identité, par exemple, en gym, moi, ma qualité, c'est que je suis très dynamique. Ma qualité, c'est que je suis très technique à l'engin. Donc, quand je parle d'engin, c'est cerceau, ballon, etc. Je me sens à l'aise, je peux faire des trucs originaux, beaucoup de virtuosité. Ça, c'est ma force. Et du coup, c'est ça que je vais venir développer. Et ça devient limite une revendication. Ouais. Moi, je suis ce type de gymnaste. Un profil type. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est hyper valorisant parce que ça permet aussi de... C'est ça qui est beau aussi quand tu grandis. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de continuer à faire ce sport et de pas rester que petit dans ce sport. Tu vois, quand tu grandis, forcément, tu as une identité... T'as une identité morale mais artistique, moi je trouve qu'elle est hyper intéressante, artistique, technique, où tu sais comment tu fonctionnes, t'as une vitesse d'exécution différente aussi, et ça fait partie, ça fait partie de ton identité de gymnaste, et ça c'est important de connaître, moi en tant que gymnaste, quelle est mon identité, qu'est-ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je veux montrer, que ce soit en termes de performance, en termes artistiques, enfin voilà quoi, et ça c'est trop intéressant, et c'est ce qui fait que la passion continue et perdure. Ça continue par rapport à ça et qu'après on peut du coup pratiquer différemment, toujours s'épanouir, toujours profiter et se régaler autant. Et puis avoir toujours autant de performances. Il y a plein de gymnastes qui sont bien plus performantes en étant plus âgées finalement que quand elles étaient jeunes. Mais c'est juste que c'est des cursus différents. C'est juste qu'on met beaucoup en avant le cursus haut niveau. Mais en fait, la plupart des cursus n'est pas type haut niveau. Et du coup, comme tu disais, tu bossais beaucoup avec des sportifs de bon niveau là-dessus et tu mettais bien cette différence des fois entre le très haut niveau qui est une minorité versus le bon niveau qui peut être des athlètes qui font un championnat de France ou autre et qui représentent presque des fois beaucoup plus, notamment là-dessus. Oui, la majorité des sportifs en compétition ne sont pas en haut niveau. Et pourtant, il y a de la performance, il y a un investissement de temps, d'argent, de motivation, d'investissement de soi. Et c'est hyper important de les valoriser. Et la préparation mentale a 1000 fois sa place dans le milieu compétitif, on va dire, de bon niveau et pas forcément que du haut niveau. La préparation mentale n'est pas du tout réservée au haut niveau. Et oui, c'est essentiel à haut niveau, mais pour moi, c'est aussi essentiel à partir du moment où tu fais de la compétition, où tu as des objectifs, que tu as envie de les atteindre et que tu as envie de te sentir bien dans ta pratique. L'idée, c'est que la préparation mentale, au-delà des âges, c'est aussi par rapport à n'importe quel niveau de pratique. On peut travailler la préparation mentale, qu'on soit professionnel ou non dans sa pratique sportive, et de chercher justement à s'améliorer sur les habiletés mentales, les qualités mentales, et de chercher à les développer pour du bien-être, et ou pour de la performance, mais chacun a une performance qui est légitime. Que ça soit juste réussir un mouvement que j'ai jamais fait, réussir telle chose sur un agrès, réussir à faire peut-être un podium sur le championnat de France, peu importe, chaque performance, tant qu'elle est la nôtre, tant qu'elle est en adéquation avec nos valeurs, elle est légitime et ça peut être intéressant de la travailler au même titre que je vais travailler mon aspect technique, mon aspect physique, mon aspect peut-être alimentaire, diète, etc. etc. Il faut arrêter de mettre de la valeur à certains objectifs et moins à d'autres. En fait, tes objectifs, à partir du moment où ils sont adaptés à toi, ils ont de l'importance pour toi, en fait, ils sont 1000 fois légitimes et ils n'ont pas moins d'importance que quelqu'un qui va aller au championnat du monde. Voilà. Oui, c'est plus impressionnant. Oui, tu en as encore peut-être plus besoin parce qu'il y a des tenants et des aboutissants de ta vie qui vont être encore plus en jeu, notamment quand c'est un sport professionnel où du coup, c'est ta vie, clairement. Donc forcément, c'est des tenants et des aboutissants, des conséquences différentes. Mais ton objectif a énormément de valeur pour toi et il en a du coup pour la pratique. Ça, je pense, c'est aussi peut-être que
Des fois, le haut niveau, ça peut vraiment être plus médiatisé, ça peut être aussi faire plus rêver. En plus, on sait qu'en gym, là, il y a eu le reportage de Simone Biles, du coup, qui est passé sur Netflix, où notamment, elle a parlé énormément de l'aspect mental, que ça l'empêchait de pouvoir justement pratiquer, qu'elle a dû travailler justement avec une préparatrice mentale américaine, bien sûr, pour pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que entre les exemples, l'aspect média, on peut du coup avoir une perception qui est un décalage, qui est erronée, et c'est important de souligner ça. Après, moi, je vois quand même une évolution, notamment parce qu'il y a eu les JO à Paris. Ouais. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont parlé quand même de la préparation mentale. C'est quoi le résumé un peu d'ailleurs c'est vrai que en termes de performance, si on s'arrête que sur la performance, les JO 2024 à Paris, pour la gymnastique, on peut dire que c'est un bilan plutôt mitigé. Alors pour la gymnastique artistique, ouais, les filles ont un peu contre-performé, malheureusement. Mais Elles ont pris la parole après d'ailleurs très peu quand même, parce que en fait, je pense qu'il devait y avoir énormément de pression sur elles, parce qu'elles étaient beaucoup médiatisées aussi. C'est en France, à Paris. Notamment Mélanie, qui a été très médiatisée. Impacté, ouais. Et forcément, vu qu'elles ont contre-performé, je pense que ça a été très dur pour eux. Donc en gymnastique artistique, ouais, elles ont un peu contre-performé. Enfin, elles avaient les capacités de faire plus, du moins. Donc voilà, quel est le pourquoi du comment, ça c'est... Tant qu'on ne travaille pas avec, c'est compliqué. Tant que tu ne travailles pas avec, tu ne peux pas te permettre d'émettre un jugement sur leur travail, sur même leur suivi en préparation mentale. Clairement. Donc voilà. En tout cas, personnellement, je ne le ferai pas. Mais en gymnastique rythmique, par contre, il y a eu de bons résultats. Il y a eu l'équipe, je crois, au concours général, elle a fini 4e et au final 6e, donc c'est un super résultat. Déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une équipe qui avait été qualifiée au JO. Il y avait une individuelle qui est arrivée 11e, je crois, juste à ça de la finale, quoi. Okay. Donc non, en gymnastique rythmique, il y a eu de très bons résultats. Et tu disais que du coup, elles ont pris la parole, elles ont témoigné sur l'importance de la préparation mentale pour elles, pour la performance. Pas en gymnastique rythmique, mais il y a eu d'autres sportifs. Déjà, il y a Teddy Riner qui en parle depuis des années. T'as, comment ça s'appelle, Beaugrand, triathlète là, qui en a parlé. T'as évidemment Léon Marchot qui en a parlé. Bien sûr. Les gars qui ont fait du BMX, là. Ouais. À chaque fois, ils font un podium, c'est toujours les mêmes. Premier, deuxième, troisième. Toujours, c'est un podium tricolore. Encore là, récemment, il y a quelques mois, là, du coup, début juillet, ils ont raflé encore une fois le podium là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, médiatiquement, ça a pris de l'ampleur. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'après, c'est descendant aussi. Donc, il y a un côté où tu peux un peu te dire, ah, mais c'est que pour le haut niveau. Et puis, il y a un côté où c'est descendant, où finalement, tu te dis, en fait, moi aussi, je vais faire comme eux, ça marche pour eux. En fait, moi aussi, je vais le transposer à mon niveau et me donner la chance, parce que pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment ça, me donner la chance, des billes en plus pour performer mieux et me sentir mieux dans ma pratique, quoi. C'est quelque chose de pertinent, quelque chose d'intéressant et quelque chose qui peut les accompagner, les aider à atteindre les objectifs qu'ils ont décidés et qui sont importants, prioritaires pour eux là-dessus. Exact. Let's go. On a balayé énormément de sujets. Ouais. C'était très intéressant. J'aime bien terminer mon podcast avec une question. La question, c'est la suivante. Pour toi, c'est quoi, Anaïs, avoir la mentale? Comme le nom du podcast s'appelle La Mentale, pour toi, c'est quoi avoir la mentale? Ça peut être du coup en gymnastique, ça peut être dans le sport de manière générale. C'est juste pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir la mentale? Alors, je peux donner la définition que je veux, ça veut dire. Ta définition est la bonne. C'est comme les objectifs qu'on avait dit tout à l'heure. C'est ta définition qui est la plus importante. C'est ta perception de ce mot-là qui est le plus important. Avoir la mentale, pour moi, ça pourrait être, par exemple, tout simplement le fait de s'intéresser à ça, s'intéresser au mental et d'avoir ce questionnement sur soi, sur sa pratique. Je pense que ça pourrait être ça. La mentale, c'est se questionner, s'interroger, pas rester sur ses acquis et travailler pour soi, pour sa pratique, pour son bien-être. Oui, clairement. Je trouve ça très intéressant de pouvoir justement associer ça à l'ouverture d'esprit et de se dire, je me questionne, je m'interroge, et si c'est quelque chose que j'ai envie d'aller chercher, let's go. On ne fait pas peur. Nous ne sommes pas des gourous, nous sommes des personnes lambda. Clairement. Là pour vous aider, voilà. Et c'est un facteur de performance au même titre qu'on a pu l'évoquer, sur l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect aussi alimentaire. Autant le prendre en compte, autant le développer, autant l'optimiser par rapport à ça. En fait, ton bien-être ne doit pas passer au second plan. Au second plan, quoi.
Et ton bien-être te permettra de performer, quoi. Si tu veux durer, si tu veux continuer à te développer et si tu veux continuer à kiffer, c'est sûr que l'aspect mental aujourd'hui, c'est pour ça que c'est en pleine expansion. C'est quelque chose de très intéressant et on en a beaucoup parlé aujourd'hui avec justement le cœur autour des sports gymniques en lien avec ça. Ouais. Donc merci pour cet échange. Petit instant aussi, où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont tes prochains projets pour conclure le podcast? Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont tes futurs projets? Alors, on peut me retrouver du coup, principalement, je suis très active sur mon Instagram, du coup, hellomental-PM. Il y a mon site internet aussi, Hello Mental. Mes projets, continuer à accompagner les sportifs dans la gym, mais aussi dans d'autres sports, parce que là, on a parlé beaucoup de la gym, mais j'accompagne aussi d'autres sports. Réussir aussi à accompagner les petits entraîneurs qui en sont en besoin, ça va être un peu la prochaine étape pour moi. Ça me tient à cœur, notamment parce que j'ai été aussi entraîneur et que du coup, je vois les problématiques qu'il peut y avoir. Et continuer à faire connaître la préparation mentale, essayer aussi de vulgariser au max, je pense que c'est aussi important, et de faire valoir ce métier qui, j'espère, un jour sera protégé. Ouais, c'est vrai que c'est important, hein. Tu parles du fait de protéger. Aujourd'hui, comme c'est nouveau, c'est en développement. Aujourd'hui, le titre n'est pas protégé au même titre que, par exemple, psychologue ou d'autres métiers qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, c'est en négociation, c'est en amélioration, en espérant que ce soit le plus rapidement possible pour qu'on puisse justement protéger ces titres, faire la distinction entre ceux qui sont réellement compétents là-dessus et ceux qui malheureusement ont moins de compétences avec l'accompagnement des sportifs autour de l'accompagnement mental, psychologique de leur quotidien. Exact, c'est essentiel, c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner quand on cherche un préparateur mental. Ouais. C'est quoi les 3 trucs que tu donnerais à regarder lorsque quelqu'un, un sportif, veut travailler avec un préparateur mental? 3 choses à regarder. Sa formation. Préférence master, bien sûr. Voilà, formation en priorité. Quelque chose de très important, et franchement, je le mettrais en deuxième, c'est comment est-ce que tu te sens avec la personne. Si tu te sens... le feeling que tu as avec la personne, vérifier que la personne a une bonne déontologie, que soit réellement à l'écoute, la bienveillance, simplement que tu te sentes à l'aise, parce que si tu n'es pas à l'aise, de toute manière, tu ne pourras pas te confier. Comme avec un entraîneur et la relation entraîneur-entraîné, C'est ça. Et 3e critère... Qu'est-ce que tu donnerais? Je sais pas, tu donnerais quoi, toi? Des fois, recommandations ou même des fois la localisation. Des fois, ça peut être cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien via... Île-de-France où par exemple, je suis à côté, il y a telle personne, j'ai été recommandé là-dessus. Ça peut être des facilités, sachant qu'aujourd'hui, en plus, on travaille beaucoup soit visio, soit en présentiel. Tu vois, au même titre où là, aujourd'hui, on est dans le cabinet à Bourg-en-Gué, de dire, ça peut être cool de faire du présentiel là-dessus, de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir cette connexion de manière différente. Mais après, peut-être ça peut être intéressant de voir avec quel sportif il travaille aussi, en fonction du sport, d'expérience, ce qu'il a fait. Puis, franchement, la formation et le feeling. Au max, quoi. Mais on garde bien, du coup, les formations. Numéro 1, le fait d'avoir un bon feeling, des bons ressentis avec. Et le 3e, on vous laisse ces bonus par rapport à ça, vous choisissez. Voilà. Merci Anaïs. On vous souhaite du coup une très bonne journée et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde.